Regard sur la migration des oiseaux, la genèse d'un phénomène complexe. Depuis toujours, la migration des oiseaux interpelle les hommes qui se sont longtemps étonnés qu'à certaines périodes de l'année correspondent des arrivées d'espèces invisibles le reste du temps ou leur départ. Le limicole a déployé ses ailes et quitté le sol détrempé de la toundra. D'un vol direct, la direction est prise sans hésitation. Il a moins de 3 mois, ses parents ont quitté la Finlande bien avant lui. C'est la tradition chez de nombreux petits échassiers. Et les jeunes de l'année voyagent ainsi sans l'assistance de ceux qui ont déjà fait la route. Quelques cris flûtés sont livrés à l'immensité d'un ciel que le soleil de minuit illumine. L'oiseau, né en juin, s'éloigne. Un instinct impérieux lui enjoint de voler vers ce marigot africain où s'ébattent une vingtaine d'hippopotames et où il n'a pourtant jamais posé les pattes. L'appel du Sud est inscrit dans ses gènes. Le livre des oiseaux s'ouvrit probablement il y a plus de 150 millions d'années. À la première page figurait, on le sait, Archaeopteryx, première ébauche, du moins connue, d'un oiseau véritable, dont les dents jetaient un ultime pont vers le monde des reptiles. Un grand nombre de ses descendants, la plupart de forte taille et dénués de capacité de vol, s'éteignirent sans laisser d'héritier, se bornant parfois à léguer des empreintes plus ou moins parlantes aux paléontologues de l'époque contemporaine. Les fouilles l'attestent. Le grand boom évolutif des oiseaux se produisit au Tertiaire, en particulier durant le Miocène, moins 25 à moins 12 millions d'années. Par la suite, bien des lignées d'oiseaux seront encore précipités vers le gouffre de l'extinction. Une chute sans aucun doute amplifiée par la poussée d'un nouvel ordre faunistique, celui des mammifères, qui est aussi le nôtre, ne l'oublions pas. Mais la suprématie des quadrupèdes à fourrure n'empêcha pas la vie faune d'aller son chemin sur la voie chaotique de l'évolution. L'aile plutôt que la cuisse. L'atout numéro un des oiseaux repose sur l'incontestable mobilité que leur procure l'usage des ailes. Une fantastique révolution dans le mécanisme évolutif. Avec ses organes de la propulsion aérienne, oubliés des reptations laborieuses du saurien, terminer les enjambées qui s'arrêtent net à l'endroit où la falaise tombe à pic dans l'eau tumultueuse des mers primitives. Tout devient permis avec les prolongements alaires, qu'un revêtement spécialisé, les plumes, contribuent à rendre plus efficace encore dans la conquête de l'espace aérien. Cette singulière aptitude au déplacement, les oiseaux l'ont mise à profit lors des accidents climatiques qui émaillèrent l'ère quaternaire. Brusquement, il y a 2 millions d'années, la Terre entra de plein pied dans une violente série de pulsations thermiques caractérisées par une alternance de périodes glaciaires et d'épisodes où l'atmosphère se réchauffait à nouveau. La dernière invasion glaciaire, du nom de Wurm, débuta voici 70 000 ans. Elle s'est prolongée jusqu'en 10 000 avant Jésus-Christ. Durant cette période, l'Europe occidentale était recouverte de calottes glaciaires, analogues à celles du Groenland actuel. À l'emplacement de ce qui deviendrait plus tard la France, un glacier alpin continu descendait de Vienne, en Autriche, à Digne, par les vallées du Danube, du Rhin et du Rhône. Une grande partie de nos plaines fertiles à cause précisément des sédiments glaciaires hérités de cette période climatique, étaient alors à l'image des toundras arctiques peuplées de lagopèdes et de rennes, tandis qu'une taïga de type sibérien couvrait le nord de l'Espagne et la Provence. La découverte en Sicile des restes fossiles d'un grand pingouin donne une idée assez précise du type de climat qui régnait sur la Méditerranée à cette époque, somme toute pas si lointaine. Les refuges climatiques. Dans ce contexte climatique défavorable, les ancêtres de nos oiseaux européens trouvaient refuge vers les zones épargnées par la glace, plaines russes et d'Asie centrale, Afrique du Nord, plus ou du moins dans un premier temps car la fonte progressive des glaciers européens s'accompagna d'une aridification du Maghreb, mais aussi Sahara et Afrique sahélienne où la steppe et le désert n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Cette région, aujourd'hui largement accaparée par le sable et la roche, était alors constituée de riants marécages, un méga lac Tchad aux dimensions de la mer Caspienne connut sa plus vaste extension il y a 22 000 ans à peine. Une dépression inondée occupait le Ténéré, soit la zone la plus aride du Sahara moderne, et le Niger s'écoulait dans l'immense lac d'Arwan qui, en débordant il y a 10 000 ans, créa le cours incurvé en boucle du fleuve actuel. Ces vastes contrées marécageuses étaient, on s'en doute, un paradis pour la vie faune, et il est fort probable que le séjour méridional de nombreuses espèces migratrices contemporaines, canards, limicoles et quantité de passereaux, puisa ses origines dans ce Sahara d'avant la soif.
Mais le désert n'était pas totalement absent à l'heure où l'Europe claquait des dents. Des dunes fossiles encore visibles à plusieurs centaines de kilomètres au sud du Sahara d'aujourd'hui semblent indiquer que les territoires qui deviendraient plus tard le domaine exclusif du baobab et des graminées, autrement dit nos savanes contemporaines, étaient d'une minéralité absolue il y a une vingtaine de millénaires en arrière. Au même moment, la forêt tropicale se limitait, selon toute vraisemblance, à quelques enclaves en de rares points du Liberia et du Cameroun. Une barrière infranchissable. Cette hypothèse est en accord avec la composition de la vie-faune européenne actuelle qui ne compte qu'un échantillonnage très limité d'éléments propres à l'Afrique des tropiques. De tout temps, une barrière désertique située à une latitude variable du continent noir a constitué un frein à la colonisation de l'Europe par une communauté avienne venant du sud. Quelques oiseaux tropicaux sont néanmoins parvenus à surmonter l'obstacle du désert, soit en longeant la côte atlantique, soit en faisant halte dans les oasis, ou bien encore aidés par une aptitude au vol supérieure à la moyenne. Mais le séjour de ces oiseaux sous nos latitudes ne put généralement s'envisager qu'à la belle saison, d'où ces prodigieuses migrations qui les voient encore regagner leur continent d'origine à date fixe. Un, cer- un certain sens de l'appropriation nous fait dire nos martinets ou nos cailles, et nous incite à croire que ces oiseaux quittent ce que nous nommons leur patrie pour hiverner sous les tropiques. En réalité, ils ne sont chez nous qu'en visite et appartiennent bien davantage à la zone tropicale dont leurs souches ancestrales sont originaires qu'à la région tempérée, où ils ne font qu'une brève incursion saisonnière pour se reproduire. Ce faisant, ils échappent à une concurrence écologique avec des espèces voisines vivant continuellement en Afrique et viennent remplir chez nous des cases préalablement inoccupées par la vie faune indigène. À l'ère glaciaire qui paralysait l'Europe, la tourterelle des bois vivait probablement de façon prospère dans les savanes africaines où le tapis graminéen lui fournissait toutes sortes de graines. Au retrait des glaciers, on put supposer que l'espèce s'infiltra vers le nord et trouva l'Europe à son goût pour s'y reproduire. Elle ne pouvait hélas y passer l'hiver et les dangers de la migration se traduisaient par un pourcentage non négligeable de voyages sans retour, mais ce qui pouvait être désavantageux au niveau individuel était finalement bénéfique à l'échelle de l'espèce. La tourterelle des bois, en élargissant son domaine vital, se mettait en effet en marge des très nombreuses espèces de colombidés qui peuplent l'Afrique et lui disputent une nourriture végétale identique. Elle bénéficiait aussi en Europe de journées estivales beaucoup plus longues, mises à profit pour une quête alimentaire prolongée autorisant l'élevage d'un plus grand nombre de poussins. Le pari de la migration ou de la sédentarité. Mais au fur et à mesure que le dégel de l'Europe s'accélérait, la tentation de s'installer toujours plus au nord augmentait la distance entre le lieu d'hivernage et les nouvelles zones de reproduction gagnées sur la glace. Se maintenir sur place les 12 mois de l'année ou rester fidèle à des habitudes migratoires, le choix n'était pas aisé. Si la tourterelle des bois continue, du moins pour l'instant, mais qu'en sera-t-il avec le réchauffement climatique, de migrer au Sahel, d'autres comme le Seracini ont rompu le cordon ombilical qui les rattachait à l'Afrique de leurs ancêtres. Certains hivers cléments leur donnent raison, d'autres années, quand la neige recouvre durablement le sol, les serins devenus sédentaires en Europe sont sans doute décimés en grand nombre. Entre la sédentarisation pure et dure et la migration absolue, des serins prennent une position mitigée en effectuant un voyage vers des latitudes méridionales situées à mi-chemin de l'Afrique originelle, bassin méditerranéen en particulier. Dans la suite de cet article, nous ne verrons rien puisque je ne l'ai pas. Mais les routes migratoires ne sont pas immuables. Si les comportements ancestraux sont toujours à l'ordre du jour, comme il a été dit plus haut, des changements d'habitude sont fréquents et peuvent s'inscrire dans les gènes des oiseaux en un temps très court.